information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent. Bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle, confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission au coin du bar avec Sébastien et Gauthier, les petites nouvelles. Faudra que je pense à prendre une bière la prochaine fois, parce qu'au coin du bar, là, je n'ai que des regrets quand j'entends ça. Tu vas bien, Sébastien? Ça va, mais ça va, Gauthier, et toi? Écoute, ça va bien. Alors aujourd'hui, c'est toi qui as préparé un sujet derrière les fagots, un sujet qui fleure bon l'intelligence et l'esprit critique, si j'ai bien compris. Également l'égalité, l'équité, enfin toutes ces choses-là. Donc de quoi tu veux qu'on parle? Bah, en fait, on avait fait notre dernière émission sur le jeu vidéo, le cas Ubisoft, et je pensais que c'était intéressant de poursuivre sur cette lancée pour parler de l'affaire Sweet Baby, essayer d'aller un peu au-delà du cas de cette entreprise. Et pour voir un peu de quoi ça parle et quel joue ça rôle justement dans la crise que connaît l'industrie du jeu vidéo où maintenant tu peux pas faire une revue de presse sans tomber sur un titre en technologie, divertissement, rubrique technologie. On sait que le jeu vidéo est en crise. Donc, puis ça tombe bien parce que ça a commencé en octobre 2023, les premiers remous sur la toile. Donc, c'est l'occasion de faire un bilan. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire alors à Sweet Baby, c'est ça? Non, la société elle-même existe depuis 2018. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Tu peux un peu nous Alors, Sweet expliquer? Moi, je Baby, n'ai pas suivi, j'avoue. l'histoire commence justement en octobre 2023 où un YouTuber se, se plaint en fait d'un jeu, d'une licence assez connue des amateurs de jeux vidéo, Alan Wake. Il y a eu Alan Wake 2, parlait de trieurs horrifiques, de jeux basés sur l'ambiance, et il y avait pas mal et l'histoire n'a pas fait que des heureux, on va dire, parmi les fans. Et là, quelqu'un Déjà, avait. faut juste pour aussi placer les choses, Alan Wake, c'est donc développé par le studio Remedy, Hmm. donc par des Finnois. On rappelle que la Falord a collaboré avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Y a-t-il un lien? Non, mais on va voir le lien. En fait, je vais faire rapidement les faits du scandale et essayer de voir les ramifications. Donc rapidement, quelqu'un a exclu le fait que il y aurait un agenda woke qui s'imposerait dans le narratif et la lecture des scénarios de jeux vidéo, et qui serait un peu fait à la truelle. Typiquement, les symptômes, c'est les personnages sont gender swap, race swipe, ou alors le personnage, en l'occurrence le personnage éponyme de la série Alan Wake, est souvent est un peu marginalisé et un peu démonétisé par rapport à des personnages nouveaux qui sont en général une femme et issu au nom d'une minorité et le personnage est un peu plus un spectateur de sa propre histoire. C'est quelque chose qu'on a parfois rencontré dans de nombreuses productions récentes, séries et de films. Je parle du divertissement du grand public, hein, les trucs à licence, les Marvel, les trucs sur les Star Wars et compagnie. Les grosses licences, parce que c'est un Matrix phénomène. aussi. Le dernier Matrix, Ouais, le c'était assez dernier Matrix, marquant à ce ouais. niveau-là. Avec le casting, les nouveaux acteurs par En rapport effet. les anciens. On voyait vraiment la différence entre les nouveaux et les anciens, où les Ouais. nouveaux, il y avait un casting beaucoup plus divers Mm. que. Donc, début 2024, en fait, sur Steam, quelqu'un crée une liste qui permet de lister en fait tous les jeux où Sweet Baby est intervenu. Oui, parce qu'en octobre, déjà le nom de cette société est mentionné
Comme quoi, ce serait eux qui auraient écrit en fait une grande partie ou dirigé une grande partie de l'histoire et qui seraient responsables des changements. Dans Ça, Alan Wake 2. bah, voilà, c'est ça. Ensuite, au cours des mois, en fait, et ben, au final, ça fait que les joueurs, les gamers sur Steam et aussi sur Discord se mettent à faire des listes de jeux qui ont où, Ils font des Sweet listes, Baby je veux a pas dire, mais Sweet Baby a participé. Sébastien, ça dérape. Ils font des listes, ça Ils, on voit de plus en plus vers où ça va. de listes de jeux et en fait bon ils sont assez malins pour ne pas dire à vos côtés mais simplement ils font une liste et après bon bah voilà Sweet Baby a intervenu dans tel ou tel jeu. Il y en a une liste assez longue de licences assez prestigieuses, de jeux triple A, une notion sur laquelle il faudra qu'on revienne aussi, qui sont C'est comme les des. andouillettes, c'est ça, les jeux triple A. En fait, c'est pour C'est-à-dire, les. ça doit sentir la merde, c'est- mais pas trop. Non, c'est une appellation attrape-couillon pour rassurer les joueurs de console, pour leur faire croire qu'ils jouent à des jeux qui sont de vrais gros produits d'art. C'est vraiment un truc qui est propre aux jeux de société occidentale et qui est un peu une des causes de l'effondre de la crise du jeu de société occidental. Parce que les Japonais ils se portent pas si mal que ça. Merci pour eux. Du jeu vidéo, tu veux dire. Du Ouais, jeu voilà. vidéo. Non, dans le jeu vidéo. Donc là où le scandale commence vraiment, c'est que alors c'est la patronne de Sweet Baby n'a pas été attaquée ou directement ou a demandé à Valve, la société mère de Steam, propriétaire de Steam, de fermer le banc, mais un employé de Sweet Baby. Alors pour donner la taille, Sweet Baby c'est 12 personnes, hein, donc c'est pas non plus donc c'est vraiment une toute petite structure. A fait un appel au boycott et de cancel donc l'auteur de cette liste. Ce qui s'est retourné contre lui parce Comment que tu ça, cancelles quelqu'un qui fait une liste sur un site de jeux vidéo? faire des plaintes, doxer, en fait, jusqu'à ce que on lui supprime son compte. En fait, c'était de supprimer ses comptes Twitter, Valve, etc. Ça n'a pas marché, ça s'est retourné contre lui parce que ça, pour le coup, c'est du harcèlement. Donc, est-ce qu'il a joué, il a fait ça tout seul dans son coin où c'était de manœuvre de sa patronne, ça on le saura jamais. Sous ordre, ça on le saura jamais. Mais ce qui est en fait maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est devenu un sujet, une common knowledge que oui, il y a des sociétés de conseil qui arrivent et qui vont écrire les scénarios en tout ou en grosse partie sur de jeux à haut profil. Donc si c'est pas très, ça n'a rien de très exotique, si tu veux, c'est en fait de l'externalisation de fonctions auprès d'un consultant. C'est du De, consulting, ni plus. de toute façon, maintenant, les jeux vidéo, l'image même du studio de développement, on a quand même pris un gros coup dans l'aile parce que les jeux vidéo sont à partir de bibliothèques d'assets. Et ces assets, très souvent, c'est des bibliothèques communes qui ont été achetées dans des pays en sous-développement. Tu parlais du jeu vidéo japonais. Bon, bah, le jeu vidéo japonais, sans tout le travail qui est abattu à la chaîne en Corée et au Vietnam, c'est plus grand-chose en fait. Mmh. D'ailleurs, même la notion d'auteur, parce qu'il y a vu vraiment cette volonté. Je me rappelle le premier Alan Wake, justement. Il y avait, je ne sais pas, bon, c'était un Finnois, donc je n'ai pas retenu son nom. Les Finnois, c'est comme les Malgaches, j'ai du mal à retenir leur nom, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on nous avait vendu le réalisateur, enfin le scénariste d'Alan Wake. Il avait fait beaucoup d'interviews dans les magazines jeux vidéo à l'époque de la sortie du premier Alan Wake. Mais en Mmh. réalité, autant peut-être que pour le cinéma, bon, pour la littérature, c'est très clair que oui. Pour le cinéma, la notion d'auteur avec le metteur en scène peut peut-être se défendre. Et encore une fois, c'est déjà plus une équipe. Mais alors pour le jeu vidéo,
depuis les années 90, il n'y a plus vraiment d'auteurs de jeux vidéo. C'est des trucs qui sont complètement taylorisés, éclatés aux quatre coins du monde, Oui, éclatés au sol d'ailleurs aussi. de plus en plus, parce que il y a le processus. Mais précisément, je vais le dire tout de suite, beaucoup de gens ont vu beaucoup de gamers donc ont vu dans le Sweet Baby le mal incarné, la cause de tous les maux. Ils sont 12, Donc hein. ils sont un nom si chaud, qui est si doux, si empathique. Non, 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 ce sont pas des gens très sympathiques. D'ailleurs, une des choses qui a aggravé la situation, c'est qu'au cours d'une sorte de conférence, la patronne, donc Madame Belair, s'est vantée de ses méthodes pour faire passer ses idées. C'est qu'en gros, oui, on consulte, on est en amont, on consulte, mais bon, vaut mieux qu'on soit en amont du travail, sinon ce serait dommage d'annuler le travail déjà fait. Donc, ce qui est quand même assez violent, ça prouve que quand même, quand ils arrivent sur un projet, ils ont le dernier mot. Ils sont donc ce qui peut être déjà assez mal vécu par les démissions de développeurs. D'ailleurs, partout où il y a eu l'implantation du DEI, justement, ce programme de l'inclusivité, il y a beaucoup de démissions de gens qui partent. Donc c'est un peu, c'est pas un processus gentil. Elle avait carrément dit que elle avait aucun problème à leur faire peur en disant que bah, s'ils font pas d'inclusivité, ça peut se retourner contre eux parce que vous savez, les twittos, ils sont méchants. C'est donc pas très. Donc, C'est quand même un peu bizarre. En général, le conseil essaie plutôt de récupérer des clients. Je ne vois pas pourquoi surtout des mastodontes, des multinationales qui ne sont pas des enfants de cœur, qui font du jeu vidéo. Pourquoi est-ce qu'une entreprise de conseil de 12 personnes les mettrait-elle à genoux? Ah bah, elles ne les mettent pas à genoux, ils se sont mis déjà à genoux avant. On peut remarquer la chose, c'est que la fondatrice de Sweet Baby, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est quand même très malin et qui, on peut dire, a eu sa success story. Elle travaillait à l'origine à Ubisoft, dans le La success story commence mal, excuse-moi. dans la maison, comme employée, elle a fondé sa boîte et maintenant elle est probablement millionnaire. Mais elle l'a fait au bon moment. Ça a été fondé en 2018. Et alors, il se trouve qu'en 2016, dans les instances, on va dire globalistes, c'est-à-dire tout ce monde qui circule entre les Nations Unies, le World Economic Forum et les fondations type Bill Gates et compagnie, l'idée c'est qu'il fallait rendre les jeux le jeu éducatif, et dans leur langage, le jeu éducatif c'est tous les jeux, donc le jeu en vidéo, de dire que il était grand temps que le jeu vidéo reflète la diversité, la culture, la tolérance. Faut dire qu'avec le Gamersgate, qui avait eu lieu dans les années 2015-2016, ça avait provoqué la guerre culturelle. C'est pas Sweet Baby qui rentrait dans la guerre culturelle, qui a créé la guerre culturelle dans le jeu vidéo. Elle avait commencé de quelques années avant. Bah, pour rappel, le Gamersgate, donc si je me rappelle bien, c'est au mi-temps des années 2010. 2015, ouais. Oui, en fait, c'est l'arrivée des filles dans le monde du jeu vidéo. Parce que les filles, au début des années 2000, le jeu vidéo, c'était principalement un truc masculin. Ça a commencé à évoluer avec la DS, donc qui arrive au milieu des années 2000, où de plus en plus de joueurs étaient en réalité des joueuses. Et puis, bah, évidemment, quand on commence à jouer avec la DS en 2012, en 2005, on a 12 ans, bah, vers 2015, on commence à rentrer dans le monde du travail. Et si je me rappelle bien, le Gamersgate, c'était des garçons qui étaient justement inquiets de l'arrivée des filles dans leurs loisirs. Donc, il y avait tout un côté un petit peu boys club. Et il y a eu du harcèlement sur des développeuses. Ça a été, oui, c'était pas très glorieux, faut bien le dire, de la part C'était des même gamers. franchement cradingue. Voilà, le truc, c'est que quand vous avez des remous sur la toile et sur les réseaux sociaux, si tu as plusieurs milliers de réactions, tu auras bien au moins, si tu as déjà ne serait-ce que 10-15% messages à problème, ça en fait des milliers. Si ça tombe sur les réseaux d'une seule personne, c'est quand même extrêmement violent. L'idée, c'est que
En fait, la jeune femme qui a été prise dans cette tourmente, bon, ça commence par une histoire de relation tout à fait banale, et parce que un de ses copains, un de ses petits amis a été un journaliste du jeu vidéo, il a eu un mot gentil pour elle était développeuse indépendante, il a eu un mot gentil pour elle. Et son ex s'est vengé en révélant qu'elle se tapait, en disant qu'elle se tapait tous les journalistes de jeux vidéo qu'elle pouvait. Et ça a commencé comme ça. Le résultat des courses, parce que ça n'est pas très intéressant, le résultat, c'est qu'en fait, eh bien, pour la communauté éveillée, les gamers sont tous des nazis Pour la réactionnaires. communauté woke, c'est ça. Voilà. On parle de... Pour les journalistes de jeux vidéo, bah, ont choisi leur camp en ayant une position assez antagoniste vis-à-vis du public gamer. Ce qui fait qu'il y a un vrai divorce. Bon, faut dire que la relation était déjà pas terrible entre les journalistes jeux vidéo et les gamers, parce que les uns avaient commencé à soupçonner, à raison d'ailleurs, que les autres étaient des journalistes en carton et qui ne faisaient que avec une capacité à critiquer très faible, à donner des avis objectifs. C'est-à-dire que voilà, faut pas cracher dans la soupe. Ils sont totalement dans la main des gros studios pour gagner leur croûte. C'est surtout Sinon, pour ils n'en vivraient revenir. pas. Pour revenir, il y a quand même vraiment une mutation très importante au milieu des années 2010, parce que tu as c'est le début des influenceurs, c'est le Exact. début des youtubeurs. Et donc, à partir de ce moment-là, les grandes multinationales se disent à quoi bon faire, par exemple, des voyages de presse, Ouais, alors qu'on peut, avec des youtubeurs, avoir des gens qui ont encore moins d'esprit critique et qui vont pouvoir apporter nos produits à un plus large public. Donc, dans le milieu des années 2010, le journaliste du jeu vidéo, alors déjà, bon, je n'ose même plus parler de la presse papier qui, elle, est morte au début des années 2010. Désormais, l'eau monte et c'est le journaliste de jeux vidéo qui commence à prendre la tasse. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a quand même un mouvement des journalistes de jeux vidéo euh, qui se disent je peux passer peut-être vers des médias généralistes. Parce que c'est aussi le moment où les médias généralistes prennent conscience que le jeu vidéo, c'est une industrie qui est au moins aussi puissante que celle du cinéma. Et donc, il y a une sorte de mouvement de bascule parce que les journalistes de jeux vidéo se mettent beaucoup à intellectualiser leurs propos au exact. milieu des années 2010 et de l'intellectualiser en essayant de séduire leurs copains de la presse mainstream. C'est ça. Techniquement, pour parler du jeu vidéo en France à l'heure actuelle, il vaut mieux être à Libération que dans un site de jeux vidéo pur, parce qu'à Libération, au moins, ils ont des subventions, et puis avant les élections, ils se font racheter par un milliardaire qui a envie de mettre Libération au service du poulain qui va défendre à la prochaine présidentielle. Donc il y a un petit peu tout ça qui évolue, l'arrivée des femmes dans le milieu, le morcellement en communauté de la communauté des gamers. Et puis, je crois qu'il y a aussi un truc quand même qui est très malsain avec YouTube, c'est que YouTube va chercher à avoir un discours très clivant, en fait. Parce que si tu arrives à avoir un discours clivant en agglomérant une communauté de quelques milliers de personnes, en fait, tu peux déjà en vivre pas mal en tant qu'influenceur. Et je crois que c'est un peu tout ça qui s'est passé avec le Gamersgate. Et là-dessus arrive en 2016-2017 le mouvement MeToo. Parce que moi, j'ai toujours vu, on a oublié un peu toutes ces choses-là, parce qu'on voit MeToo comme le Big Bang. Je crois que MeToo a une résonance extrêmement forte chez les jeunes filles de cette génération, parce que justement, il y avait quand même beaucoup de shitstorm dans le sillage du Gamersgate qu'elle s'était prise dans la figure. Et il y a eu ce basculement qui s'est fait assez facilement que le mouvement MeToo est entré en résonance avec les préoccupations des jeunes filles qui étaient quand même confrontées à des contenus très toxiques sur les réseaux sociaux. En effet. Le
Donc, en 2016, il y a donc tout un texte, toute une littérature qui se fait pour l'inclusivité et rendre le jeu vidéo plus éducatif et donc plus inclusif. Et qui dit World Economic Forum, dit Nations Unies, dit programme, dit budget. Et c'est là qu'en duplication, côté Amérique, notamment pour le cas qui nous intéresse, Sweet Baby, le gouvernement canadien, mais tu as la même chose avec l'Union européenne. D'ailleurs, il y a un shitstorm qui se prépare qui commence à prendre de l'ampleur sur la tête d'un studio que tu as peut-être entendu parler, c'est CD Red Project, qui est un studio polonais qui est entré dans la cour des grands avec The Witcher 3. Et là, en ce moment, ça se passe assez Ça mal. t'a pas dit avec Cyberpunk. Ouais. Il y avait Witcher 3 qui sont rentrés. Ils ont et en fait, comme Qu'est-ce ça qui commence. arrive à CD Projekt alors? Bah, la même chose que ce qui est arrivé à Ubisoft, c'est-à-dire que tu signes une charte, tu essayes d'obtenir des financements, il faut gagner des points ESG. Donc, pour en fait, école environnementale, sociale, etc., bonne gouvernance. Donc, tu gagnes des points comme ça et donc, en l'occurrence, et quand tu as des points, bah, tu obtiens tes financements, tu peux obtenir de sacrés. Dans les contrats de financement, bah, le PDG, par exemple, Yves Guillemot, bah, lui, il Donc peut il y a d'Ubisoft. voilà, d'Ubisoft, lui, c'est 750 000. Il peut se mettre 750 000 € dans la poche en fin d'année. Donc en fait, pour les patrons des studios, c'est un formidable, parce que quand même, on est dans un monde capitaliste, donc disclaimer. On va quand même le rappeler, quand quelqu'un crée un jeu un studio de jeux de société, c'est comme celui qui ouvre une boulangerie ou Jeux vidéo. d'Adam Smith, ouais, Toujours jeux de société. pardon, de jeux de société ou de jeux vidéo, ou quoi que ce soit, c'est pour faire de l'argent. Donc pas pour vous offrir des biens et des services. Donc si tu peux gagner beaucoup plus et t'enrichir encore plus vite, bah en signant, en respectant ces chartes, en remplissant ces conditions, eh ben Yves, tu vas implémenter une politique de DEI. Et tant pis si une partie des vétérans se barrent parce que ils se reconnaissent plus. Tu engages des gens sur des critères de discrimination positive. Tant pis s'ils sont pas doués, s'ils sont moins doués que ceux qui remplacent, peu importe. Parce qu'à la fin, tu as tes points et tu gagnes de la thune comme ça. Le problème, c'est qu'à la fin, bah, les jeux commencent à avoir de sérieux problèmes. Après, faut quand même le dire, c'est pas le woke qui a rendu s'il y a beaucoup de jeux qui se sont crashés, c'est pas seulement parce qu'il y a du woke, c'est aussi parce que il y a tout le modèle du jeu de société de console à Jeux gros vidéo. budget, les fameux jeux triple A, voire maintenant on parle maintenant même on nous promet des quadruple A, c'est une notion qui n'a absolument aucun fondement sérieux. C'était à la fin comme il fallait on a vendu aux joueurs de console des gens qui savaient avoir des jeux qui allaient des gros trucs avec des super productions, des budgets, des voix. Évidemment, c'est des jeux qui coûtent de plus en plus cher à faire pour se distinguer en fait du joueur PC qui peut avoir tout ce qu'il veut ou des jeux sur mobile. En fait, il fallait que la communauté des vieillissantes, un peu plus des joueurs sur console, c'est leur vendre que leurs jeux ils étaient quand même meilleurs que les autres. C'était quand même eux des vrais jeux Et tu demanderais bien pourquoi, vu que les des- consoles sont moins puissantes que les PC. Oui, c'est ça, c'est c'est Universal. n'importe quoi. On n'a pas encore inventé la console qui sera meilleure que le PC. Et une console, ne vaut que par les jeux qui sont dessus. C'est d'ailleurs le problème de la Et alors, PS5. pour revenir un petit peu sur la question, tu dis les woke. Est-ce que ce que fait Sweet Baby, c'est du woke ou, sans mauvais jeu de mots, du Canada Dry woke? Parce que le woke, c'est un mouvement politique des Noirs américains justement après l'abolition de l'esclavage, où l'idée c'est de rester éveillé quant au maintien des discriminations au-delà de la fin des discriminations officielles.
Et donc, c'est un mouvement un petit peu de... Et on voit que le mouvement woke a été repris à partir des années 90 et des années 2000, qui a été repris déjà par des gens qui sont des blancs, parce que je pense qu'à Sweet Baby, c'est principalement des blancs, non? Non, non, ils engagent pas de blancs, c'est que des blacks. Mais honnêtement, ça n'a pas d'importance, c'est une affaire de génération. Ouais. Les gens dont tu parles, je pense que la plupart ne savent pas, ne connaissent pas leur propre histoire des droits civiques américains, Oui, bien sûr. états-uniens. Et puis c'est derrière toute cette, non, c'est une façon de faire du fric. Et ça a marché. Speed Baby, ils se sont fait énormément d'argent parce que ils ont été sur énormément de projets. Les... Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est du capitalisme, mais le truc du capitalisme, c'est qu'il faut toujours créer de nouvelles niches, C'est ça, en fait, c'est du parce que le capitalisme comme marché est saturé, et notamment aider. si je peux continuer, dans le management, parce qu'en fait, c'est une logique de management. Le management, c'est d'avoir des tableaux PowerPoint avec des critères, et si vous cochez bien ces critères, vous avez un bonus, sans Exactement. jamais se poser la question de si c'est intéressant pour le jeu et si c'est efficace en termes de réelle productivité. Donc en fait, c'est juste des petits malins qui ont trouvé une niche qui n'existait pas, créé un besoin, donc là, créer le besoin de lutter contre les discriminations, et puis à partir de là, en fait, appliquer une stratégie de conseil. Je crois que dans le jeu vidéo, je me rappelle, c'était début des années 2000, un journaliste, c'était dans Joystick, qui racontait le délire d'un commercial qui expliquait, qui prenait les meilleurs jeux de course de voiture avec un beau PowerPoint en disant les 10 points qui faisaient qu'ils étaient efficaces. Il montrait que dans les meilleurs jeux de voiture, il n'y avait que 2 points à chaque fois. Il disait, ben, moi, mon jeu, il sera meilleur parce que j'aurai les 10 éléments qui seront présents. Et donc, globalement, le jeu PowerPoint, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que un jeu, comme ça doit être un tout. C'est pas parce que tu vas avoir plus de voitures que le jeu va forcément être meilleur. Donc, Mm. moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste la continuation du pourrissement des méthodes de management Exactement. complètement Ils se débiles. sont ajoutés, on va dire que la dérive, les problèmes d'Ubisoft, puisque l'histoire de Sweet Baby est un peu liée à celle d'Ubisoft, ont commencé avant. D'ailleurs, Ubisoft a son propre service. Toutes ces boîtes tous ces studios qui, qui agréent à cette politique ont un service un peu de ressources humaines, qui sort de service de ressources humaines bis qui va implanter cette politique. Et ils savent très bien que ça va provoquer du remous. On peut très bien. C'est juste que le boulot de Sweet consiste à écrire tout ou partie de l'histoire, avec des degrés divers. C'est pas incompatible. Faut pas les voir comme ils se sont fait hacker par des petits malins. Ils ont déjà, oui, Sweet Babies ont été des petits malins, mais ces studios-là, on savait dans quoi ils s'embarquaient. Et surtout, ils ont largement commencé à perdre la main sur comment créer des jeux vidéo prenants et intéressants. Je vais te dire un exemple. Si tu veux, un jeu AAA aujourd'hui, c'est un peu comme une bagnole qui serait avec une carrosserie hyper luxueuse, un intérieur en cuir et tableau de bord en ronce de noyer, mais qui aurait mais qui à conduire serait extrêmement pénible parce que le volant, enfin les volants, le pédale, le frein à main serait hyper dur à manier. Donc en gros, tu as un tas d'ingrédients très alléchants partis, mais le simple plaisir de jouer, il n'y est pas. Parce que non, ça tourne en rond, il n'y a pas vraiment de direction, tu sais pas vraiment ce que tu dois faire. C'est plein de petits éléments, c'est la tokenisation de petits éléments, on va faire un peu de RPG, on va faire un peu de ça, et finalement, bah, tu t'emmerdes. C'est un jeu C'est quand même le PowerPoint, plus en gros fait. problème. C'est le problème, c'est tu t'emmerdes. Et ça, c'est pas tant. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Sweet Baby? Ils vont mettre des drapeaux LGBT, ils vont mettre un personnage dans un truc de mythologie nordique, et ils vont mettre un personnage noir. Mais honnêtement, oui, ça peut énerver à juste titre sur pas mal de points, mais honnêtement, c'est pas ça qui va rendre le jeu mauvais. Ça n'aide pas. Il y a aussi la perception des joueurs, c'est que les joueurs sont en fait, il y a un divorce entre
les gamers et en fait, les gens qui sont censés leur vendre des jeux, les gens qui sont censés faire la publicité des jeux. Mmh. Et maintenant, le moindre truc va être pris de travers. Mmh. Aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu, l'affaire on est passé à autre chose. C'est que, Sweet Baby, si tu veux, existe encore et est encore sur des projets, mais tu sais, dans ces boîtes-là, il y a quand même pas mal de turnover. Maintenant, il y a des gens qui viennent de ces boîtes, de ces studios, parce que Sweet Baby n'est pas le seul, bien évidemment, et qui Non. maintenant vont intégrer des équipes de développement. Est-ce que ces Mmh. gens-là sont compétents? Est-ce que machin? Donc voilà, donc le tournant, en fait, le changement c'est aussi un aspect de changement de génération parce que ce sont des gens qui sont très jeunes. Ils seront pas, tandis que les gens qui sont un peu plus contre ça, sont souvent des gens qui sont des anciens, qui racontent comment cette situation est arrivée, et tout ça est un peu difficile. La seule sanction, en fait, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est que si à un moment ces jeux-là se vendent plus, ce qui commence à être le cas pour certains, pour les jeux les plus ratés, ou il y a des jeux qui ont fait d'énormes bids, parce que Mmh. peut-être qu'il y aura un renouvellement par le bas pour des projets moins gonflés, des studios qui ne pratiquent pas l'arnaque. Des arnaques, parce que si tu prends un exemple d'un studio qui n'est pas vraiment trop concerné par le woke dans son produit, et encore, ils ont eu des problèmes sur un truc. C'est Paradox, si tu veux, le studio, le navire amiral des studios de jeux de stratégie. Ouais. Eux, Avec Atos Iron, ils ont etc. non, c'est pas eux, ils ont une stratégie tout à fait scandaleuse de DLC à gogo et de jeux hyper pétés, et des DLC qui finissent par se contredire, et le truc, à la fin, tu sais plus où t'en es, il te faut et ça, c'est et qui commence également à leur retomber sur le coin de la figure, et ça, c'est pas le mouvement woke qui est responsable de ça. C'est simplement que le jeu de société, trop de Jeux pognon. vidéo. Hop, je n'y arrive. Je suis vraiment. J'ai dormi 4 Tu heures. vas me payer une bière à chaque fois que tu te trompes. Non, mais c'est lamentable. Je suis désolé. Le jeu vidéo, trop d'argent, trop de management, trop et on externalise et on crée des studios un peu pas à droite, à gauche, et on finit par. Et surtout maintenant, si en plus, parce que tu parles de capitalisme, c'est quand même un capitalisme très assisté, parce que si on pour sucer de l'argent, qui de l'Union européenne, qui du Canada, du gouvernement Je canadien. suis désolé, mais Ubisoft, si tu veux, ça fait depuis le début des années 2000, quand ils sont installés à Montréal, qu'on leur a fait un crédit d'impôt, qu'on leur a créé un campus Ubisoft. Si tu veux, c'est quand même, ça a toujours été ultra assisté Ubisoft au Canada. CD Red Project, Donc, ça a été pas mal assisté ouais. au début par le gouvernement polonais. Maintenant, si ils changent leur politique pour obtenir des crédits européens, la question est de savoir est-ce que dans son état actuel, Et l'autre côté, l'industrie du jeu vidéo dans son état actuel est viable? Parce que là, il y a une purge colossale qui est en train de se mettre en place. alors, dans le cas de CD Projekt, s'ils veulent faire quelque chose woke, je pense que le monde de Cyberpunk est plus adéquat que le monde du Witcher, Oui, c'est déjà. ça le truc, c'est que le cyberpunk, ça, si tu veux, ça a Parce que dans toujours le été. cyberpunk, tu as des gens, justement, un mélange de toutes les origines. C'est la question également des identités trans dans le Hmm. cyberpunk. C'est assez consubstantiel. C'est vrai que dans le cas du monde du sorceleur, de Witcher, Ah. c'est quand même un peu plus problématique, quoi. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y a pas eu de critique là-dessus sur le monde de Cyberpunk 2077. Si c'est pas ton truc, tu n'achètes pas Cyberpunk 2077, mais tu peux pas dire que ça dénature à cause de l'univers à cause de ça. Mais on a bien vu que Ubisoft, avec son Assassin's Creed, où ils ont censé voulu faire à partir de la triste et très courte histoire de l'esclave noir Yasuke qui a été acheté par Nobunaga au XVIe siècle, et qu'ils ont en fait une sorte de Uber samouraï. Bon, là c'est en train de s'effondrer parce qu'en plus ils se prennent les Japonais sur le coin de la figure. D'un autre côté, tu sais, il y a bien Tom Cruise qui a joué le dernier samouraï, hein.
aussi. Ouais, mais c'était C'était un peu la même chose. une américanisation d'une histoire à la base d'un officier français. Ouais, Qui a ouais, ouais, pris, ouais, ça voilà. c'est Donc ça va. Là, puis honnêtement, il y a aussi un effet saturation. Déjà, premièrement, ils peuvent se payer un studio occidental, surtout qui est en plus subclaquant. Ça va pas bien du tout à Ubisoft. Voilà. Donc en fait, plus il y aura maintenant, les réactions sont de plus en plus épidermiques et mmh. c'est même plus une question d'appel au boycott. On est en pleine crise économique sur les deux rives de l'Atlantique. Les gens, ils vont se dire, si c'est pour la question même d'acheter un jeu à 60-70 boules, euh, qui remplit pas ses promesses et dont tous les retours des testeurs, des gens qui ont accès à un early access, ils disent c'est de la merde. Tu peux mettre toute la presse que tu veux, t'avoir acheté ça va pas marcher. Bah, je crois que enfin, c'est plus la presse, c'est des youtubeurs maintenant que tu mets. Oui, la Mais presse, c'est vrai c'est eux la presse maintenant en fait, hein, c'est vrai que clairement. je me suis fait la réflexion que, outre les jeux vidéo, il y a eu vraiment, la question de l'inclusivité est beaucoup arrivée sur les jeux de société. Alors, Ouais, on avait vu avec le jeu de rôle, on avait parlé il y a longtemps avec Donjons et Dragons, par exemple. Mais dans les jeux de société, je remarque, bah, que très souvent, par exemple, des jeux de société, je pense à, comment, Unfathomable, donc qui est un jeu de société dans un univers Lovecraftien des années 20 sur un paquebot, qui relie, 2 villes de la côte est américaine. Bah, les joueurs qu'on peut jouer, c'est vraiment très arc-en-ciel. Et ça ne mmh. correspond pas tout à fait aux gens qui auraient eu sur le paquebot dans les années 20 là-dessus. Et je me suis dit, donc c'est Fantasy Flight Games, donc le leader des jeux de plateau qui a fait Asmodée tous maintenant, ces tout jeux. simplement. Asmodée, oui. Enfin, Asmodée qui s'est fait racheter par un fonds de pension suédois. Oui, oui, Euh, bah ils sont oui, fait. Ah oui, alors là, ça a été. Oui, il faudra oui. en faire un autre sujet sur l'état du jeu. On pourra le faire parce que je sens que tu as envie de faire un sujet sur les jeux de société. L'idée, c'est Tu que traques pendant tout. Et attends, juste ah, pour terminer, j'ai l'impression que Fantasy Flight Games, désormais, il y a aussi comment dire, un cahier des charges. Par exemple, j'ai ouais, acheté récemment un jeu de société qui s'appelle Flamecraft, où tu joues de charmants petits dragons qui font des potions. Et dans les magasins de potions, tu as une femme voilée, notamment. ouais, Et mais tu vois, ça reste relativement discret, mais ça commence à arriver. Déjà, justement, tu parles des jeux, de ces jeux nord-américains. Et ben précisément, ça commence à brasser à propos justement d'un jeu de société qui va être inspiré, qui va être dérivé de la licence Mass Effect, donc Mass Effect The Board Game, qui est, je ne sais, alors l'éditeur, je ne sais pas encore, mais c'est Eric Lang qui est l'auteur, qui est donc un ah, des Eric qui Lang, grand. Il a fait notamment Chaos in the Old World ouais, du Warhammer. Il a fait un jeu sur les samouraïs dont le nom m'échappe aussi. oui, Ouais. il a fait énorme. On va pas faire la liste des tous les jeux qu'il a fait, mais donc dans le jeu le board game américain, c'est un monsieur, il a une énorme, on dirait une ludographie peut-être, qui est là, bah, en fait, c'est son tour de prendre des sauts de matière fécale à la figure parce que il y a eu des écritures de fait, des petits changements dans le lore de Mass Effect, notamment le fait est que il y a un personnage assez extraterrestre qui en fait appartient à un peuple qui est entièrement féminin, qui est entièrement féminin. Bah là, ils leur ont mis un pronom indéterminé et ça a fait hurler. Le problème, c'est que la réaction d'Eric Lang n'a pas été très très à droite, c'est qu'il a dit en gros vous êtes des connards, achetez-vous une vie ou un truc comme ça. Je suis fatigué de ces gens-là. Le problème, c'est que ces gens-là, c'est quand même le public qui va acheter qui va acheter Marc, ton jeu. Surtout que bon, c'est un jeu d'Eric Lang, un truc licence, une grosse licence, donc le jeu va coûter minimum entre s'il coûte 60 €, c'est le minimum, 60 $ en l'occurrence, ce sera 60, mais je tablerai plutôt sur 80 minimum, parce que aussi, il y a une inflation des prix dans les gros jeux à thème fort.
Et voilà, donc parce qu'ils se sentent obligés de faire cette petite. Honnêtement, moi je m'en fous. Hein. Quand je joue à World of Warcraft, si je crée un personnage, ben maintenant j'ai corps 1 ou corps 2, et pas homme et femme. C'est con, mais je vais quand même jouer à World of Warcraft non plus. Je joue à classique, donc c'est grâce à. Mais Oh, t'es à Gatekeeper, c'est bien. non, Mais mais parce que le l'idée c'est truc, le truc que aussi avec, faut voir quand même avec tous ces loisirs et notamment les jeux de rôle, que ce soit papier d'ailleurs ou ordinateur, le but c'est de créer un personnage et de se représenter dans le personnage. C'est ouais, pour ça que je comprends tout à fait que quelqu'un veuille pouvoir s'identifier, même dans un monde médiéval fantastique, à un combattant de couleur. Parce que c'est quand même aussi une des parties du contrat. Mais je crois qu'il y a une grosse évolution dans les générations, c'est que nos générations, on aimait bien s'identifier à une personne qui était différente de nous. mhm, Par exemple, tandis que les générations actuelles veulent en fait se jouer elles-mêmes. mhm. Il y a beaucoup moins de second degré. Même si là encore, hein, moi, mon personnage préféré des X-Men, c'est Gambit, parce que pourquoi Rémi Lebeau? Et mon personnage préféré de la culture pop américaine, c'est Jean-Luc Picard de Star Trek. Parce que brutalement, tu vois un Français dans un milieu anglo-saxon. Donc, je comprends également que les gens des minorités aient envie dans les loisirs de pouvoir s'identifier. Mais je crois que c'est mieux quand l'identification est rare. Parce que si on te permet de t'identifier comme un noir dans l'Europe de la Tchéquie du XVe siècle, comme dans Kingdom Come, justement, on avait reproché aux développeurs tchèques de Kingdom Come, ça remonte déjà à près d'une dizaine d'années, qu'il n'y a pas de noirs en Tchéquie au XVe siècle. Bah, au bout d'un moment, même si on te permet de jouer un noir en Tchéquie, ou alors dans ce cas-là, au XVe siècle, il faut qu'il y ait le jeu qui s'adapte à ta condition pour te faire sentir que tu es quelqu'un qui n'est pas vu comme le tout venant quoi, dans ce monde-là. Moi, il y a aussi quelque chose qui peut me choquer beaucoup, c'est quand on a par exemple, des jeux qui portent sur les années 20, où tu peux jouer différemment une femme ou un homme. Moi, je suis désolé, c'est une forme de trahison. Parce que les femmes des années 20 qui se sont battues pour leurs droits civiques, bah, d'une certaine manière, on gomme tout leur engagement si on dit, ouais, bah, dans les années 20, tu joues un homme, tu joues une femme, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Ouais, c'est qu'en fait, il y a trois reproches qui se font. Il y a plein de reproches, mais je vais en retenir trois. Premièrement, les réactions les plus violentes les négatives, c'est sur déjà les jeux à thème historique. Là, tu as eu Kingdom Come, il y a une qui avait été attaquée. Là, tu as une réaction de rejet autour d'Assassin's Creed Shadowland. Je ne sais plus quoi, Shadow. Japon, putain. Shadow, et tu as et sur les licences qui sont déjà qui sont déjà anciennes, l'idée et de vouloir les refaire à l'image du public moderne, du public le plus jeune, pose un certain nombre de problèmes parce que c'est fait à la truelle. Moi, Mhm. j'apprécie dans Star Wars le fait que président ce soit daté. Oui, tu as une science-fiction qui un style de science-fiction qui donne l'impression ça sent les années 70 par l'esthétique, le côté même l'art déco, tu vois, c'est facilement iconisable. Mais l'idée de vouloir y mettre de faire de la tokenisation et de réécrire le lore pour y insérer des personnages qui collent pas au truc, ça pose un problème. Il y a des il y a des il y a des il y a des licences avec qui ça marche. Star Trek, tu peux faire ce que tu veux, si tu veux. C'est une sorte de futur utopique où effectivement on a gommé toutes les différences, l'égalité, etc. Donc tu es dans une société qui est très très égalitaire, où on a aboli l'argent, etc. Donc tu peux un peu tout te permettre avec Star Trek. Mais c'est très progressiste, Star Trek. Par définition, L'ADN de Star Trek est d'être progressiste. tu fais bien de le dire. Il y a les IP, voilà, pas les IP, les licences, elles ont une ADN. Tu peux pas les changer. Tu dois les prendre un peu. Bon, tu peux faire des adaptations. Il y a pas, non. C'est après, c'est une question de talent aussi. Tu peux faire des adaptations intelligentes. Voilà. Peut-être le problème du talent aussi commence à se faire aussi un autre problème parce que
Oui. Je pense, le talent de l'écriture, la qualité de l'écriture est quand même le cadet des soucis des gens qui dirigent actuellement les studios de jeux, et qui font actuellement des jeux vidéo. Donc en fait, là, tu peux c'est à un moment, tu as des licences qui marchent, ça marche pour certaines et pas d'autres. Il est parfaitement possible ce qu'on reproche aussi énormément à tout ce message d'inclusivité, c'est que si vous voulez à ce point faire de l'inclusivité, pourquoi vous créez pas vos propres trucs au lieu de vouloir, parce que on te parle d'éducation, de machin, d'égalité, mais allez-y, on vous regarde, créez vos propres licences. Parce qu'il y a aussi quand même, une question qui peut être un petit peu subversive justement par exemple pour, un jeu vidéo qui est un peu plus ancien, mais je trouve Tomb Raider. Hmm. Tomb Raider, quand tu prends la première série de Tomb Raider par Core Design au milieu des années 90, c'est quand même ultra malaisant parce que Lara Croft est un fantasme sur pattes d'adolescent. Je me Exactement. rappelle où tout le monde essayait de bouger la caméra pour zoomer sur les parties les moins, on va dire, les plus rebondies de son anatomie. C'était quand même vraiment pas une icône féministe, Tomb Raider, contrairement à ce que essayait de faire penser le marketing. C'était vraiment un truc malsain. Et je trouve que le reboot de Tomb Raider donc je crois que c'est au milieu des années 2010, où ils ont fait justement un personnage où Lara Croft est un vrai personnage féminin, Ok. sans la caricature, avec également la fragilité. Il y a un moment, il y a une scène de quasi-viol, ce qui arrive quand on se retrouve à se battre avec des ruffians et qu'on est une femme. Bref, je trouve que c'était. Et il y avait une réflexion. Et moi, ce qui est un peu gênant avec tous ces cabinets de conseil, c'est qu'ils font du féminisme PowerPoint. Alors que le combat féministe, qui est un très beau combat, bah, ça ne se fait pas par un PowerPoint, ça se fait par de la subversion, par de la remise en cause, etc. C'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut quand même garder une certaine. Nous, on s'intéresse à ce sujet. Moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo, mais les contrariens sur YouTube, je les suis pas entièrement parce que des fois, souvent même, ils exagèrent. Ils me font doucement rigoler, la communauté des gamers, parce que c'est des gens qui découvrent. Non, non, on met de la politique dans vos jeux. Ah ouais, vraiment? Ah bon, les gens, les managers, les managers qui dirigent, qui dirigent la production, vous méprisent. Ah bon, vous croyez? C'est quand même un public qui est quand même très impolitique et qui découvre que, ah bah non, il n'y a pas, vous n'êtes pas à l'abri de nous en Alors qu'il y prendre. en a toujours eu de la politique dans les jeux, comme Bien dans sûr. toute forme d'art. Je me rappelle Desert Strike au début des années 90, où la guerre du Golfe n'était même pas terminée, on jouait la guerre du Golfe. Et Oui, puis les années 90, c'est quand même le triomphe du soldat américain badass. On remarque que quand les extraterrestres envahissent la Terre, c'est toujours les Américains avec leurs fidèles alliés anglais qui dominent. oui, c'est un peu, les gens maintenant remarquent qu'il y a un message, mais parce que ce message ne leur convient pas ou pas. Parce que il faut quand même aussi que ce message est assez agressif. Tu as quand même pas mal les mecs, la communication de ces boîtes de consulting, ces programmes disent non, non, mais c'est de l'inclusivité, c'est pas contre vous, sauf que il suffit de chercher 2 minutes sur les réseaux pour voir que les employés de Sweet Baby vomissent leur haine des hommes, des blancs, des juifs. Bon, pour ça, donc tu vois, ça n'aide pas non plus. Mais fondamentalement, ces gens-là ne sont pas avant d'être des activistes, ils sont là pour faire du pognon. Oui, c'est ça surtout. C'est plus facile finalement de faire un jeu médiocre et de toucher des fonds et que ces fonds se transforment en
royalties, en salaire ou ce que tu veux, ou en prime, de prendre le risque de faire un truc vraiment original, sans suivre un peu de prendre des risques, parce que c'est pas parce qu'après qu'un jeu n'est pas woke qu'il sera forcément bon. C'est pas non Oui, plus. Donc le problème, c'est que le capitalisme, ce capitalisme un peu bâtard de subventions, où les c'est instances le internationales capitalisme hybride. voilà, se mêlent de tout, et financiarisé et largement, où le public et le privé se mélangent joyeusement. La création, c'est vraiment la liberté de créatrice, c'est pas leur sujet, quoi. Donc, Mhm. et on Faut, peut je- voir si faut- Oui, pardon. avec le cas de CD Red Project, on voit qu'en fait, c'est le switch peut se faire très facilement. Vous avez atteint une certaine taille, donc vous devez faire un jeu encore plus balèze qui enterrera le précédent. Parce qu'ils ont aussi un problème, les gamers, c'est que il faut que ces gamers consoles qui veulent des meilleurs graphiques, des jeux toujours plus Comment tu puissants. me méprises? Non, mais le problème, c'est qu'ils veulent des trucs toujours plus puissants, toujours plus badass, toujours plus machin. Le problème, il faut toujours plus de pognon. Résultat, les mecs, ils cherchent le pognon. Et le pognon, il est là, là, là. Et puis, attention, faut vendre votre, faut signer un pacte avec Mhm. le programme, les agendas, l'agenda du World Economic Forum et des Nations Unies, Je crois qu'il y a quand même aussi un truc qu'il faut voir, c'est que la communauté des gamers est une communauté qui est quand même remarquablement toxique. Ah oui, Ça n'a pas oui. tellement changé depuis le Gamergate. Et c'est aussi une communauté qui est un peu quand même sur la défensive. Parce que voilà, le hardcore gamer, qui correspond bien au moule que tu dis, celui qui veut toujours plus, de meilleurs graphismes, etc., bah, c'est quand même par rapport à la diversité des gens qui jouent maintenant sur les jeux indés, sur les jeux sur téléphone, ils sont quand même un petit peu assiégés et ils ont un peu tendance à se créer un bouc émissaire assez facile, quoi. L'idée, c'est que Sweet Baby était bien une société de conseil qui écrivait ou réécrivait les scénarios des histoires. D'ailleurs, c'est écrit c'est ce qu'ils revendiquent pour créer de meilleures histoires. C'est-à-dire que non, la vôtre, c'est nul. Mais ce n'est qu'un petit poisson, une conséquence tout un écosystème qui s'est créé d'organisations à but non lucratif qui captent les fonds du gouvernement canadien, qui vont les subventionner telle ou telle entreprise. Et Sweet Baby n'est qu'une de ces nombreuses entreprises parmi plein d'autres. C'est un business. Quant au fait de faire du gatekeeping ou tout ça, c'est bien gentil, mais il suffit de pas acheter vous n'êtes pas obligé d'acheter le dernier jeu à 80 boules. Il y a plus de jeux qui existent actuellement à l'instant T que vous n'aurez le temps d'y jouer Toute votre vie. de toute votre vie, même si vous devenez millionnaire et que vous ne foutez plus rien d'autre de votre du jour au lendemain, vous arrêtez tout et De vous l'autre passez côté, votre. si je suis millionnaire, je ne suis pas sûr que je passerai ma vie à jouer à des jeux vidéo, mais c'est un autre Ouais, débat. non, mais c'est ça, c'est que c'est On fera des donc livres, on fera des lives sur la zone libre. c'est Allez, ça. mais je pense qu'on a fait le tour. Tu veux encore rajouter quelque chose, Sébastien, ou on ferme le banc? Non, on a fait le tour. Voilà, c'est un phénomène qui était intéressant à voir, mais il ne faut pas non plus voir le petit bout de la lorgnette. Ça va avec la crise la crise du jeu vidéo, c'est la crise de l'entertainment, c'est la crise même de la société de consommation occidentale. C'est que si tu veux, Ben, moi, j'ai la solution pour terminer un petit peu là-dessus. Tu vois, donc, alors déjà, première boule plus haute que je lâche là à la fin, comme j'assume rien, c'est des projets, c'est de la merde. De toute façon, c'est un studio, c'est des Polonais qui font du jeu de rôle, donc rien que ça, c'est pas possible. Et on a eu des attentes totalement démesurées par rapport à leurs compétences. Résultat, ça donnait Cyberpunk 2077.
Cette boule puante étant lancée, il y a un truc que CD Projekt a fait de bien, c'est Good Old Games, qui est un moyen d'avoir des vieux jeux. Ah, je vois que la régie s'excite. Je regarde même pas ce qu'ils disent. Là, je suis tout chousse. C'est Good Old Games, ça, parce que c'est tout simplement un moyen d'avoir les vieux jeux vidéo sans DRM, les jeux des années 90. Et c'était tellement bien, les jeux des années 90. Voilà. Ouais. Allez, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.